Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver avec la joyeuse équipe de 200 millions de critiques. Un chroniqueur particulier puisqu'il s'agit de Jacques Lang. Bonjour, vous êtes président de l'Institut du monde arabe et nous sommes d'une certaine manière chez vous puisqu'il y a une fantastique exposition sur l'art contemporain marocain. On va en parler dans un instant. Autour de vous, donc, vous retrouvez Michel Serruti qui travaille pour la radio-télévision suisse romande. Mathieu Dugal qui, vous le savez, représente Radio-Canada et Alain Gerlache qui, lui, est le représentant digne de la RTBF. Vous aurez remarqué, mon cher Jacques, qu'il n'y a qu'un seul grunge et 3 lèche-culs, puisque nous sommes en costume comme vous. Parce qu'Alain, franchement, cette veste, c'est la première fois que je lui vois. Tout de suite, le sommaire. L'Institut du monde arabe accueille actuellement une grande exposition consacrée au Maroc contemporain. L'occasion de débattre avec son président de la place qu'occupe aujourd'hui au Maroc l'art sous toutes ses formes. Le 3 novembre, TV5 Monde diffusera la cérémonie des trophées du cinéma francophone. 27 films en compétition qui trouveront peut-être grâce à cette manifestation une plus large audience. Nous en parlerons. Notre 3e débat sera consacré à Patrick Modiano. Son nouveau roman, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, est désormais orné du bandeau Nobel de littérature. Un Nobel inattendu sur lequel nous reviendrons. Et comme chaque semaine, le tour du monde de la francophonie culturelle avec le Zap Culture. 200 millions de critiques, c'est parti. Pour débuter cette émission, nous allons parler d'une exposition qui se tient ici même, donc en dessous, à l'Institut du monde arabe, qui est une exposition assez extraordinaire, consacrée donc à la création contemporaine au Maroc. Voici des images donc qui ont été tournées par TV5 Monde, puisque nous en sommes aussi les parrains. Regardez. Les artistes marocains et surtout la jeune scène artistique contemporaine se préoccupent beaucoup de ce qui l'entoure, de la société, de la religion, de la dérision, de l'humour, de l'espace public. Pour ce travail, je crois qu'il parle plutôt de ma culture religieuse, donc marocaine et pas que. Il y a des inspirations soufis. Ça vient d'un texte qui parle des 77 branches de la foi, donc il y a 77 lustres. Je viens d'une culture où il n'y a pas d'image, où on ne montre pas. Ce qui m'a séparé de la photographie occidentale, c'était ne plus montrer, mais essayer plutôt de démontrer que le drame, c'est pas humain. Elle traite un objet qui est très particulier. D'ailleurs, c'est une spécificité marocaine de peinture qui existe toujours. Or, cet objet, il a aussi plusieurs dimensions, spirituelles, économiques, sociales et politiques. Il peut symboliser l'arnaque politique ou bien une dimension qui est très sexuelle aussi. Le Maroc était un lieu effervescent de création et aujourd'hui on présente ça ici. Et puis avec l'ouverture du musée de Rabat aussi, donc il y a beaucoup de choses. C'est le Maroc en folie. En 1999, on avait présenté ici le Maroc, mais on avait présenté à côté, au Matisse, au Delacroix. La scène est arrivée à maturité, elle peut être présentée seule, sans le parrainage de qui que ce soit. Voilà, 82 artistes, plus de 300 œuvres. Et donc, en dehors de notre ami que nous venons de découvrir, Jean-Hubert Martin, qui est un des grands organisateurs d'expositions mondiales, qui a travaillé avec vous, mon cher Jacques Lang. Première question, je vous avais vu à Marrakech il y a plusieurs mois maintenant, rôder dans la Palmeraie, justement à la recherche de ces artistes qui composent pour une partie l'exposition, parce qu'il y a un musée de la Palmeraie. C'est donc un projet qui remonte il y a longtemps. Pas longtemps, non. Ça remonte à 1 an, finalement. Et c'est un exploit de la part des organisateurs, de Jean Hubert et de ses co-associés, d'avoir réussi d'abord à sillonner le Maroc de part en part. Les villes, les villages, à travers le désert, les montagnes, etc., pour tenter de découvrir des artistes nouveaux, à côté des grands pères fondateurs de l'art contemporain marocain, comme Farid Belkaya. Et finalement, leur moisson est assez étonnante. C'est une floraison... Il y a de la photo, il y a de la vidéo, il y a des films, il y a de la peinture, disons, classique. Oui.
tous les thèmes sont abordés. Alors, en général, pour évidemment ceux qui nous regardent, ces 200 millions de critiques, on a souvent l'impression que dans des pays qui sont quand même assez traditionnels, on va avoir affaire à un art traditionnel. Ce n'est pas du tout le cas. Oui, le Maroc est cependant une exception. Je ne dis pas que l'art vivant ou l'art contemporain n'existe pas ailleurs. En Tunisie, oui, en Algérie, oui, au Liban, ou en Irak. Mais le Maroc exprime avec une force particulière ce syncrétisme propre à ce pays. Et ce syncrétisme, il vient d'abord des profondeurs de son histoire, revendiquée par la constitution marocaine actuelle. Et à l'entrée de l'exposition, vous l'avez peut-être vu, j'ai volontairement installé un extrait du préambule de la Constitution, un texte unique au monde. Et ça, c'est le prof de droit que vous êtes à l'origine. On sent que ça a fait un prof de droit, oui. Oui, non, mais ça, c'est vrai. Donc vous êtes fait un petit cadeau. C'est pas un petit cadeau à moi, c'est un petit cadeau. Venez, visiteur, Jacques Lang a organisé une petite exposition avec un préambule pour lui. Oui, mais c'est un préambule qui parle, qui a plein de saveurs et de force, puisque le Royaume du Maroc revendique la diversité des héritages spirituels, des affluents culturels, et il cite expressément les affluents arabo-musulmans, les affluents berbères, les affluents hébraïques. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Et ce creuset marocain, ce carrefour marocain donne naissance à ces merveilles qu'on peut découvrir ici. Nos amis et camarades donc vont donner leur point de vue sur cette exposition. Mon cher Alain, vous qui avez mis une veste pour une première fois en présence d'un président, ministre. Il est taquin, ce Guillaume. C'est terrible. On vient de visiter cette exposition. C'est évidemment toujours une expérience nouvelle de découvrir, de contempler toutes ces œuvres. Mais au-delà, c'est vrai que moi, j'ai découvert, grâce à ces expositions, qu'il existait en effet un véritable dynamisme, une grande créativité en ce qui concerne l'art contemporain au Maroc. Et je trouve que par rapport à l'actualité, on ne va pas insister là-dessus, mais quand même, c'est une arme anti-amalgame et anti-obscurantisme. Et je trouve que c'est aussi une belle leçon, parce que qui est donnée même à nos pays. On est souvent très fiers de notre passé en Europe. Cette exposition nous montre que l'on peut aussi être fier de sa modernité. Et je trouve que c'est vraiment important que ce message nous vienne du Maroc. En descendant, dehors, par exemple, il y a les peintures de Maï Bin, qui est à la fois peintre et romancier, qui avait écrit un livre sur le terrorisme qui ressemblait un petit peu à des livres de Faulkner, qui s'appelait Les étoiles de Sidi Moumed. Et je sens que ça vous a plu. Effectivement, et d'ailleurs, ce que j'ai aimé dans cette exposition-là, premièrement, c'est colossal, c'est énorme. Il y a vraiment, il y a des salles, on a l'impression à un moment donné que c'est fini. Eh bien non, on continue, on descend, c'est labyrinthique. Mais ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que, en fait, j'avais une crainte en venant voir cette exposition-là, c'est que ça soit officiel. C'est que ce soit quelque chose... À cause de Jacques Lang. Non, pas à cause de Jacques Lang, mais souvent... Mais je suis taquin. J'ai toujours été taquin. Mais oui. Mais il y a quelque chose dans ces expositions-là. En fait, on veut présenter une image, quelquefois, je dis pas en général, mais ça arrive que dans des expositions comme ça, on veut présenter une belle image lisse du pays. C'est pas du tout le cas. Il y a un aspect de diplomatie culturelle qui est très important. Et là, moi, j'ai trouvé qu'on a osé montrer des images, justement, de l'islam, du monde arabe, qu'on ne montre pas assez, vous l'avez mentionné, qu'on ne montre pas assez dans nos médias. Il y a une critique, des grandes critiques des sociétés, de certains travers des sociétés musulmanes, notamment cette magnifique... il y a un diptyque photographique sur le cube, donc on fait référence à la Kaaba, donc ce grand cube qui est à la Mecque et que tout musulman doit aller toucher une fois dans sa vie. On le fait disparaître sur une photo et même on substitue une sphère à ce cube-là dans une des œuvres. Et d'ailleurs, ça a soulevé quand même pas mal de controverses, paraît-il, lors du vernissage. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on montre la critique culturelle, qu'on montre des artistes dissidents et que dans une vitrine comme l'Institut du monde arabe, on a l'audace, justement, de montrer une image qui n'est pas du tout lisse. Et puis, mon cher Mathieu, il y a un contexte, il y a un climat avec ce qui se passe actuellement dans le monde avec Daesh, etc. Le fait que cette exposition arrive, c'est aussi une pédagogie d'autre chose qui est ô combien nécessaire. Mon cher Michel. Non, mais puisque mes deux camarades ont à peu près tout résumé ce que je pouvais dire et en mieux, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter, je suis d'accord. C'est une formidable expérience et c'est une jolie baffe. Peut-être aussi parce que je suis... Découverte, tout simplement. Oui, parce que je suis peut-être aussi ignorant de ce qui s'y passe, donc j'ai été plus qu'agréablement surpris.
Mais quand vous présentez l'exposition, vous parliez des commissaires de l'Expo qui avaient sillonné le Maroc pour trouver voilà, ces artistes. Alors moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il a fallu sillonner le Maroc? C'est-à-dire que sur place, il n'y a pas les infrastructures ou les structures nécessaires pour que ces artistes soient déjà connus sur place. Il a vraiment fallu partir avec son bâton de pèlerin pour pouvoir les exposer aujourd'hui à Paris? Alors, je pense que, où que ce soit, en France, en Belgique, en Suisse ou ailleurs, il faut en permanence ouvrir les yeux, ne pas se contenter de ce que le marché ou la presse vous impose. Il faut faire preuve d'esprit de curiosité. Non, tout récemment au Maroc, le roi Mohamed VI a inauguré un musée d'art contemporain à Rabat. J'y ai participé avec d'autres, et c'est une des initiatives heureuses du gouvernement et du roi du Maroc. Bientôt, un musée d'art contemporain s'ouvrira aussi à Marrakech. Mais en même temps, il est bon que des esprits curieux se promènent à travers un pays pour essayer de détecter d'autres talents et d'autres artistes. Un mot simplement, pour que ceux qui nous entendent ne pensent pas que l'exposition soit un blasphème, pas du tout. C'est une exposition très respectueuse des traditions. Non, mais libre. Comment? Il y a une énorme différence entre le blasphème et la liberté. Absolument. La liberté. Alors, par ailleurs, il y a parmi les artistes un qui est absolument étonnant, qui est lui très pieux, et qui a, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, reconstitué une sorte de chandelier à 77 branches, dont le cristal d'ailleurs a été fondu, je ne sais pas comment on dit, travaillé dans une cristallerie des Vosges. C'est une œuvre absolument admirable et est inspirée par une vision, celle-là, je dirais, très pieuse. Par rapport à la question que vous posiez, vous avez tout à fait raison. Face aux violences et au fanatisme, le modèle marocain offre l'exemple d'un pays de respect, de tolérance et de paix. Et ce message, je reviens, de la Constitution marocaine, c'est pas seulement vers le Maroc, c'est aussi vers nous-mêmes. Ici en France, combien d'éructations, de discriminations, de préjugés. Nous avions d'ailleurs ici même organisé un grand événement sur le pèlerinage à la Mecque, qui a contribué, je pense, à faire baisser la fièvre, à faire reconnaître une religion, une des grandes religions du monde, qui est une religion de paix, et non pas une religion de violence. Et je pense que la culture, d'une certaine manière, ici comme ailleurs, est une des réponses aux obscurantismes, aux préjugés et aux violences. J'ai une question à vous poser. C'est le Durand taquin. Pourquoi justement la présidence de François Hollande est considérée comme aculturelle, anticulturelle? Mais vous savez, sur la présidence de François Hollande, c'est on dit qu'il n'y aujourd'hui. On dit, excusez-moi de dire, un peu tout et n'importe quoi. Je m'exprimerai un jour plus librement, mais moi j'ai pour François Hollande une amitié, un respect. Et le discours qu'il a prononcé ici même, en présence c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'il est venu parler ici même, devant les artistes, les personnalités marocaines, nos mécènes. Et vous y avez vu un signe d'une ouverture à la culture? Il a vraiment ému et bouleversé profondément les Marocains et tous les spécialistes. C'est un homme qui a une grande curiosité intellectuelle, c'est un homme qui a son tempérament, son style, sa manière d'être. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la France culturelle soit évanescente. On a diminué le budget. Oui, certes. J'ai vu les sémillants Philippe Tesson se répandre partout sur les ondes, expliquant qu'on ne voyait jamais le moindre ministre dans aucun théâtre en France. Alors qu'à l'époque de François Mitterrand, ce n'est pas une manière de vous rendre hommage et d'être flagorneur. Mais enfin, tout le monde sortait. Lionel Jospin sortait, François Mitterrand sortait. Là, personne. Bon, c'est un autre style, disons. Mais en tout cas, la vie intellectuelle... La vie intellectuelle, aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe à Paris, dans cet événement du Maroc, qui d'ores et déjà remporte un immense succès, mais aujourd'hui, il y a une vitalité qui n'est pas née aujourd'hui. C'est probablement aussi le fruit d'années et d'années de travail, y compris gouvernemental. Je suis, indépendamment de la qualité de l'exposition qu'on a visitée aujourd'hui et qui est montrée à l'Institut du monde arabe, est-ce qu'il se passe quelque chose avec le Maroc aussi dans sa volonté simplement de communiquer? Parce que voilà, il y a le Louvre qui expose le Maroc médiéval, il y a l'IMA qui parle de cette exposition-ci. Au Maroc, il y a l'inauguration d'un nouveau musée. Lorsque je suis devenu président de cette institution, voici 18 mois, mon ambition c'était
que entre l'IMA, l'Institut du monde arabe, et les autres grandes institutions, on établisse une véritable coopération. Je ne vais pas orchestrer des guéguerres stupides et infantiles. Et notamment avec le Louvre, que j'ai contribué à une autre époque à faire renaître. Et j'ai vu aussitôt Henri Loiret, le président du Louvre, qui dit « j'aimerais qu'on travaille ensemble ». D'autant que c'est complémentaire. Mais oui, et il me dit « mais vous savez qu'il y a un grand projet au Louvre sur le Maroc médiéval, pourquoi vous ne concevriez pas vous-même, c'est son idée, un événement sur le Maroc contemporain ?» Je dis « ben, très bonne idée, on y va !» Et j'ai soumis l'idée à François Hollande, j'ai soumise au roi du Maroc, et on a conçu cet événement en totale liberté, en pleine et totale liberté. Voilà. C'est des coïncidences qui, en même temps, révèlent l'extraordinaire effervescence du Maroc. Voilà, il y a un catalogue donc, qui est consacré à cette exposition sur le Maroc contemporain. Je rappelle qu'il y a quand même 80 artistes et 300 œuvres, ce qui est sans compter, pardon de vous interrompre, tout ce qui va se produire dans les prochaines semaines. Oui, les conférences, les concerts traditionnels ou contemporains, les débats, pardon, la gastronomie, enfin, etc., etc. Vous croyez à l'au-delà? Est-ce que je crois à l'au-delà? Écoutez-moi, parce que je me disais peut-être que Mitterrand vous parle de temps en temps. En tout cas, moi, je lui parle presque tous les jours. Et c'est une bonne chose, vous avez raison. L'art de l'esquive. Et pour commencer... Non, c'est vrai. Souvent, je me dis, que penserait-il, qu'aurait-il pensé? Mais je le fais à l'intérieur de moi-même. Pour commencer, un tweet de Pierre Berger qui a fait partager à ses followers la belle inauguration, dit-il, par François Hollande de cette exposition Maroc. Consacrée au Maroc, il parle des merveilleux vêtements de Noureddin Amir, un styliste à suivre selon lui. Et sur ce sujet, puisqu'il a évidemment beaucoup contribué à l'histoire de la mode, on peut le croire. Un tweet de Pierre Audiger qui évoque la vitalité de la création marocaine, que l'on peut donc découvrir ici même, et en ce moment à l'Institut du monde arabe. Et pour terminer, c'est Nathalie qui parle d'une explosion de talent pour cette exposition, avec le plaisir qu'elle a eu d'admirer les toiles de Maï Bin Bin, dont on parlait, qui est peintre, sculpteur et écrivain originaire donc de Marrakech. Merci Jacques Lang d'être venu nous voir d'une certaine manière chez vous au dernier étage. Bonne journée à vous. Nous allons enchaîner avec un nouveau sujet qui est consacré au trophée du cinéma francophone. Le 3 novembre prochain, TV5 Monde, notre bien-aimée chaîne, diffusera la 2e édition donc, des trophées du cinéma francophone. C'est une cérémonie qui sera co-présentée par l'inaltérable Michel Drucker et par notre bien-aimée Estelle Martin. Nous allons évidemment débattre de l'intérêt de ce type de manifestation, notamment pour les cinéastes qui essayent de trouver des distributeurs au-delà de leur pays d'origine. Mais auparavant, je vous propose de découvrir des extraits de quelques-uns de ces films qui sont ô combien talentueux. Les voici, donc ces extraits qui sont en compétition pour les trophées 2014. Jacques Lang, bonne journée. Merci. Si tu fais 7, moins 5, t'enlèves ça, il reste combien? 2. 2. Ok, écris 2 déjà. Moi aussi, je veux juste habiter en appartement comme toi. Puis décider de ma vie comme toi. Je veux juste être normale comme toi. Je suis une adulte. Puis je veux décider comme une adulte. Si j'ai envie de coucher avec 2 hommes en même temps, eh bien je couche avec 2 hommes en même temps, même s'ils sont homosexuels. Ça vous emmerde, hein? Non. T'es fou, ton gars là. ما تنساش رشيد مازال حياتك معلقة بين ايديهم. N'oublie jamais que la vie, tu verras bien. Voilà, multitude de films divers, avec évidemment l'obsession de trouver les distributeurs pour tous ces gens qui ont énormément de talent. Vous allez présenter cette émission avec Michel Drucker. Oui, je vais vous faire des infidélités, Guillaume. Bonjour à tout le monde. Alors, ma chère Estelle, que peut-on dire justement de cette cérémonie et de son importance pour les films?
Alors c'est la deuxième édition donc, des trophées francophones du cinéma et c'est vrai que l'intérêt c'est quand même de mettre en lumière ce cinéma francophone qui, comme vous l'avez dit, a parfois du mal à trouver des distributeurs. Même les films québécois, il y a beaucoup de films québécois qui ne traversent pas, qui n'arrivent pas jusqu'à nous et donc là c'est vraiment... On ne les comprend pas, c'est pour ça. Oui c'est vrai, parfois peut-être qu'avec le succès de Mommy, ça va changer, ça va ouvrir la voie pour d'autres films. Alors en fait le principe est assez simple, c'est que tous les pays de la francophonie, mais même hors francophonie, l'Algérie par exemple peut présenter 3 films à un collectif qui ensuite choisit, donc propose 3 films. Et après, alors le jury, c'est un peu, on va dire un prix du public, mais pas vraiment, puisqu'en fait c'est 150 internautes à travers le monde qui font leur choix. Alors ce sont des artistes, mais qui ne font pas du cinéma. Et après il y a un deuxième collectif, donc ils sont 300 à choisir parmi ces films. Donc on peut vraiment dire que c'est participatif, collectif et emblématique d'un amour du cinéma francophone qui a besoin d'être défendu. Et là, ces films ont déjà été présentés où? Dans beaucoup de festivals, à Namur, que ce soit à Namur, le FESPACO. Il y a des films qui sont plus anciens que d'autres. Mais voilà, et certains films, on va les mettre en lumière, comme Des Étoiles, qui est nommé dans 6 catégories. Donc il y a un premier film de Diana Et vous avez Gay. sorti Mommy? Oui, alors Mommy non, parce qu'en fait c'est vraiment Mommy, le non. choix. Non, j'aime cette expression, Mommy non. Non, mais là il y a Gabriel et Le Démantèlement. C'est des films qui sont parfois un peu plus anciens. C'est pas vraiment l'intérêt, c'est pas vraiment de parler des derniers films forcément, c'est vraiment de mettre en avant des films qui méritent. Tango Libre, qui représente la Belgique, par exemple, est sorti il y a quelques années, voilà, et donc a été choisi et donc est nommé pour les trophées francophones du cinéma. Mon petit Alain. Moi, je pense que ce qui est important par rapport aux films francophones, c'est d'essayer qu'on ne soit pas dans un schéma où un petit peu le dos voûté, la queue basse, on essaye de défendre le film francophone face aux méchants films américains, etc. On sait bien qu'il faut le promouvoir, mais essayons de le faire de façon originale. Et c'est le cas ici, notamment avec ces 150 internautes qui, dans le monde entier, vont pouvoir participer à l'opération. Ou alors dans des événements qui sont aussi festifs. Estelle vient de faire allusion au festival du film francophone de Namur. TV5 Monde y était. C'est une véritable fête, on a déjà eu l'occasion de le dire, et ça a encore été le cas dans cette édition-ci. Et c'est comme ça qu'on est vraiment en lien avec le public. Le FESPACO, par exemple, à Ouagadougou, j'ai eu l'occasion d'y aller il y a quelques années. C'est aussi une fête extraordinaire. C'est comme ça. Soyons décomplexés, mais soyons aussi heureux, parce qu'on ne regardera jamais un film pour défendre la francophonie. On regardera un film parce qu'on a envie de le voir et qui nous apporte du plaisir, de la tristesse, de l'intérêt, une émotion. C'est important d'en parler, parce que vous parliez du FESPACO, souvent, alors il y a Moussa Traoré, il y a Abderrahmane Sissako, qui vraiment, ou Haroun, sont vraiment des réalisateurs qui vont à Cannes, mais la jeunesse, c'est compliqué pour des jeunes réalisateurs. Non, mais en fait, ce qu'il faut souligner là-dedans aussi, c'est que c'est très bonne initiative et c'est parfait. On n'aura jamais assez de festivals parce que c'est vrai, Alain, mais Alain, c'est vrai qu'il faut regarder les films pour leur nature, pour leur valeur, mais c'est parce qu'il y a des machines distributrices de distribution qui sont des rouleaux compresseurs. Et à côté de ça, c'est important d'avoir cette résistance-là, qu'on le veuille ou non. Il faut entrer un peu en résistance joyeuse. Mais il faut entrer en résistance pour défendre le cinéma francophone. Oui. On n'a pas le choix. Mais il y a des canaux de distribution, en fait, qui existent difficilement. Et je constate qu'il y a une espèce de cassure entre, d'une part, la très bonne représentation des cinéastes, des réalisateurs francophones dans les grands festivals internationaux. Vous avez parlé du Démantèlement, qui est un excellent film d'un cinéaste qui vient de la région du Saguenay, au Québec, qui s'appelle Sébastien Pilote. Et Sébastien Pilote a fait le tour du monde avec ce film-là. Il est allé à Carlevier-Vary, il est allé à Cannes, il a fait le tour du monde. Et c'est quelqu'un qui est pratiquement inconnu à l'extérieur de ces cercles-là. Et c'est dommage, parce que les canaux de distribution, une fois qu'on a fait le tour des festivals, qu'on a eu nos prix... on le met à l'affiche, et si ça ne marche pas, on l'enlève au On l'enlève, mais c'est parce que les canaux de distribution sont très difficiles. On a vu l'entrée de Netflix en France. Il n'y a pas beaucoup de contenu francophone, et là, on parle même pas de la France. Là, si on sort de la France, c'est inexistant. Donc, ces films-là, ils sont très difficilement, tout simplement, visionnables à l'extérieur de petits cercles. Oui. Alors, ce qu'il va falloir travailler, une fois qu'on aura fait il y a un côté palais de la découverte dans ces festivals, en fait. Mais c'est ça, il va falloir travailler les canaux de distribution. On ne verrait pas, parce qu'aujourd'hui, tout est occupé par les blockbusters, qu'ils soient d'ailleurs francophones, qu'ils soient américains. Et un film, en gros, si au bout de 15 jours, il n'a pas trouvé son public, dehors, il disparaît.
Alors que dans les festivals, il y a justement cette possibilité chaleureuse de rencontrer des gens. Oui, mais alors là, on rappelle que ce n'est pas un festival, c'est vraiment une récompense et c'est mettre en lumière des films qui le méritent. Ce sont des films qui viennent justement d'endroits. C'est un événement. C'est un événement et c'est important d'en parler. C'est un événement, il y a Michel Drucker, arrêtez. Et Estelle Martin. L'inaltérable Michel Drucker. Vous avez le fringant Mathieu Dugal, l'inaltérable Michel Drucker. L'autre Michel. On est étonnamment dans une situation de concurrence linguistique en Suisse qui est un petit peu l'inverse parce que les francophones sont minoritaires en Suisse par rapport aux germanophones. Et puis étonnamment, ce n'est pas forcément le cas du cinéma en termes de création. Et ça, historiquement, aujourd'hui, avec un certain nombre de réalisateurs, que ce soit Leniel Bayer, dont justement, qui est l'un des films, excellent film, Les Grandes Ondes. Les Grandes Ondes, qui raconte la Révolution des œillets en avril 74. Mais aussi avec des réalisateurs comme Denis Rabalia ou Jacob Berger ou Jean-Stéphane Bron, ou Ferrand Melgar dans le documentaire, ou par le passé avec Sutter, Reusser, Tanner, Godard et autres. Et il y a toujours eu une prépondérance, on va dire, de la création cinématographique en Suisse plus importante du côté francophone que germanophone, même s'il y a aussi eu de grands réalisateurs côté allemand. Donc paradoxalement, nous on a moins l'impression que le cinéma francophone, en tout cas à l'échelle helvète, est en danger, même si c'est une lutte permanente pour obtenir des subventions, des moyens financiers pour pouvoir tourner les films. Et puis, dans un contexte plus général, moi j'ai envie de dire, mais c'est un très vaste débat, parce que contre la machine de distributeur, la machine marketing, c'est extraordinairement difficile de lutter là contre. Et en plus du côté joyeux simplement de rendre les événements ludiques, je crois que c'est par l'éducation qu'on réussira, et vraiment l'éducation pas simplement culturelle, l'éducation tout court, qu'on réussira à conserver une autonomie, à conserver une originalité. Et puis en luttant de cette manière-là, la création francophone, elle pourra perdurer, je l'espère, avec joie et bonheur et plaisir. Je rappelle que ce sera diffusé donc le 3 novembre sur TV5 Monde et à l'heure qui correspond au prime time de chacun des fuseaux horaires donc à travers le monde. Donc une accessibilité pour découvrir ces films, découvrir les récompenses et découvrir donc Estelle Michel Martin. Et évidemment Estelle Martin. Qui sera la présidente Aïssa Maïga, la charmante Aïssa Maïga, qui a notamment joué avec Abderrahmane Sissako dans ce très beau film Bamako. Et d'ailleurs, juste pour rappeler que aussi ces trophées francophones du cinéma rappellent qu'il y a des interconnexions. On parlait des Grandes Ondes de Lionel Bayer. Dans ce film, il y a Valérie Donzelli, il y a Michel Villermoz. On va parler d'un film aussi. Il y a un film tunisien qui s'appelle Nesma, qui est nommé avec Horatica. C'était un des premiers films qui a été tourné après la Révolution. Et elle, française, est allée tourner là-bas. Et c'est vrai que quand même, je pense que c'est important aussi, alors je sais qu'il ne faut peut-être pas défendre la francophonie, mais on voit qu'il y a vraiment des liens cinématographiques et francophones. Et on sera là aussi ce soir pour s'en féliciter. Ce 3 novembre, TV5 Monde va devenir une sorte de palais mondial de la découverte du cinéma francophone. Les tweets, les voici. Un premier tweet de Balogi, un photographe congolais qui se dit fier de faire partie du jury de sélection à Dakar pour tes trophées 2014. Et nous restons à Dakar, qui a accueilli l'an dernier ces trophées du cinéma francophone et qui a fait cette année partie du processus de sélection avec un tweet de l'Institut français du Sénégal qui envoie une photo du président de l'association des trophées en compagnie de l'actrice sénégalaise Marianne Demba qui joue dans Des Étoiles, un des films en compétition. Il y a alors donc enfin un tweet de Desfilms Academy qui est fier des 3 nominations luxembourgeoises pour cette édition Les Trophées, cérémonie donc qui sera, je vous le rappelle, diffusée le 3 novembre sur les faisceaux horaires différents de TV5 Monde. Nous en sommes particulièrement fiers ici même. Vous allez découvrir donc le Zap Culture et puis nous parlerons évidemment d'un des événements majeurs de cette rentrée, l'attribution surprise, inattendue du prix Nobel de littérature à un grand écrivain français qui est Patrick Modiano. Tout de suite le zapping avec Estelle à la manœuvre. La Fondation Vuitton, ce bâtiment spectaculaire de 40 mètres de haut et de 11 000 mètres carrés, c'est le fruit de la rencontre de ces deux hommes. Les deux stars s'appellent Bernard Arnault, propriétaire et président du groupe de luxe LVMH, et ce petit monsieur aux cheveux blancs, Franck Gehry. C'est une façade vivante, on peut y mettre des choses à l'intérieur. Dans cette expo, vous ne verrez que des œuvres contemporaines. Les collectionneurs de Courtrai qui les ont prêtées n'achètent pratiquement que ça. Et ce qui les intéresse, c'est le côté subversif des pièces qu'ils achètent. L'objet de la polémique, le voilà, tel qu'on pouvait le voir, place Vendôme. Baptisé Tree, arbre en anglais, l'œuvre de l'américain McCarthy est là dans le cadre de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, et elle dérange.
Elle y enseigne le théâtre depuis 15 ans, mais la comédienne Jacqueline Laurent-Auger n'est plus la bienvenue au collège Jean de Brébeuf à Montréal. Alors ce renvoi, Louis-Philippe, c'est à cause de scènes osées tournées il y a 50 ans. Voyons donc, je crois qu'il vit en 1950, ce pauvre homme. Ce qui est triste et ce qui est dommage, c'est d'avoir dit une chose aussi stupide que de dire que je les distrayais. Non, j'ai honte qu'une telle dévergondée puisse être ma sœur. Ce soir-là, le public a droit au Démon du sexe, un film espagnol, réaction contrastée à la sortie. On est un peu déçus, c'était pas assez porno, mais... Le festival lausannois est passé maître dans l'art de la provocation qui commence dès l'affiche du festival avec un phallus en guise de logo. La danse et la lutte, pour moi, ça fait corps et âme. René Mury est mort à 81 ans. C'est une légende de la photographie, un des photographes suisses les plus célèbres de l'histoire. Disciple de Cartier-Bresson, membre de la prestigieuse agence Magnum, le photographe zurichois aura marqué les esprits tout le long d'une carrière épousant les contours de l'histoire en marche. Il y a les percussions traditionnelles, mais aussi on s'est influencé en Europe par des sons occidentaux comme le rock, comme le jazz, comme l'électro. À 27 ans, Tiziano enchaîne les interviews comme à la radio locale au Valaisanne. Things won't go wrong. I'll be with you. Burn your guns. On a l'impression que c'est une vieille âme réincarnée dans un jeune corps. Ah oui, mais là, je vais pas vous traiter de tous les noms, quand même. François Truffaut, son Pygmalion, l'avait rebaptisé Marie Dubois parce que c'était simple et naturel, comme elle. Bon, bah, commencez, puis moi, je vous... Voici le premier essai qu'il lui fit passer. Bah, je suis dans les clous, vous pourriez faire attention. Enfin, vous voyez pas, c'est le rouge, non? C'est de poufiasse, putain. Con. Mais c'est pas possible. La comédienne, qui s'était engagée dans la lutte contre la sclérose en plaques, s'est éteinte hier près de Pau, à l'âge de 77 ans. On gardera d'elle l'image d'une femme lumineuse. Voilà, donc nous allons maintenant aborder le troisième sujet de ce 200 millions de critiques qui concerne Patrick Modiano, grand écrivain français, donc, qui obtient le prix Nobel de littérature. Après Jean-Marie, Gustave Leclésio et Claude Simon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était relativement inattendu, même si un site de pronostic britannique spécialisé dans le Nobel de littérature avait mis donc Modiano devant des auteurs beaucoup plus connus dans le monde, comme par exemple Philippe Roth, ou bien d'autres comme Joyce Carol Oates, etc. Modiano, c'est un écrivain, mais c'est aussi un homme particulièrement touchant, sensible, comme le montre cet extrait de La Grande Librairie. Ça m'est souvent arrivé, quelquefois, c'est d'écrire un livre, il y a un côté enfantin aussi, d'écrire un livre, un roman, en employant certains détails précis ou des noms de gens qui ont vraiment existé, dans l'espoir que si jamais ils tombent sur ce livre, ils trouvent leur nom et en fait, comme on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ils vont peut-être vous donner signe de vie. En fait, c'est un peu un appel aux fantômes. Ça n'a jamais abouti en fait et je me demande si je le faisais pas parce que je savais d'avance qu'il n'y aurait pas de réponse en fait. C'était ça qui me donnait envie d'écrire en fait. C'était comme une sorte comment dirais-je, de pulsion, de fait qu'il n'y ait aucune réponse, ça m'obligeait de nouveau à être dans une position de recherche, qui est celle souvent du romancier, c'est-à-dire d'essayer de résoudre des énigmes qui ne peuvent pas être résolues, en fait. Extrait de l'émission donc du camarade Bunel qui est diffusée sur TV5 Monde, donc La Grande Librairie. Ma chère Estelle. Oui. Quand vous avez entendu Modiano prix Nobel, j'ai été surprise. Un désintérêt. Oui, un intérêt déjà. Bon, voilà, c'est un petit peu à côté. Cocorico, c'est toujours. Voilà, pour des Françaises, on se dit c'est toujours bien que la littérature française soit comme ça saluée, honorée.
Nous sommes les recommandants du monde. En plus, mais là, encore une fois. Et d'ailleurs, c'est amusant. Enfin, c'est amusant. Pour rebondir à ce qui vient d'être dit, c'est vrai que dans ce livre, il dit qu'il n'avait écrit ce livre que dans l'espoir qu'elle lui fasse signe. Écrire un livre, c'était aussi pour lui lancer des appels. Et c'est vrai qu'avec Modiano, on a toujours l'impression qu'il lance des appels comme ça, justement pour retrouver des gens. Et il y a une nostalgie. Et c'est vrai que je vous expliquais que j'étais pas très nostalgique, donc parfois, cette petite alors, vous musique... lisez pas Proust? Parce qu'à la recherche du temps perdu, c'est ça. J'aime beaucoup Proust, et c'est vrai qu'on dit toujours que Modiano, c'est le Proust d'aujourd'hui. Et pourtant, ça ne fait pas pareil. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal parfois à entrer dans ce monde où on s'appelle Serge, Jacqueline, où on n'a pas de portable, où vraiment totalement déconnecté. Alors vous allez me dire Proust aussi, mais Proust, c'est tellement loin que ça me semble totalement justifié. Alors que là, c'est vrai que voilà, je ne dirais pas que je m'ennuie, c'est faux, mais je ne suis pas transcendée. Moi, c'est exactement le contraire. Je plonge dans un livre de Modiano, j'ai l'impression d'avancer vers quelque chose qui est justement la construction du temps, comme dans un gâteau, dans une pâtisserie. Vous savez, l'opéra, le gâteau, il y a une succession de couches. Alors, il y a les personnages d'aujourd'hui. Là, c'est un écrivain, il perd son carnet. Puis dans le carnet, il y a les personnages d'il y a 10 ans, puis il y a les personnages qui remontent à la guerre. Et on voit se constituer une sorte d'état gazeux du temps qui fait qu'au fond, ça parle à tout le monde et ça n'aboutit, lui-même le dit dans cet excellent extrait, ça n'aboutit à rien, si ce n'est à la reconstitution d'une archéologie. Il y a deux choses que je voudrais dire, par exemple, parce que l'importance historique de Modiano, c'est que vous savez, les grands historiens américains qui ont écrit sur la collaboration, parce que c'est son grand thème, quand même, Paxton et les autres, c'est après Modiano. La place de l'Étoile, c'est 1968, quand le jeune héros arrive du côté du quartier de l'Étoile et qui tombe sur l'officier SS qui lui dit où est la place de l'Étoile et qui tape sur son cœur. C'était avant que tous les grands historiens du monde nous racontent la réalité de Vichy, donc il y a une place de l'art qui est importante. Mon cher Alain. Mais c'est justement l'objet d'un prix Nobel, ça couronne une carrière. Maintenant, que l'on puisse aujourd'hui, comme Estelle, est peut-être un peu moins enthousiaste par rapport à ce qu'il écrit encore maintenant, ça c'est une autre question. Et je veux dire, ce n'est pas nécessairement contradictoire. Vous êtes le pays des mémoires d'Adrien. Oui, évidemment. La reconstitution est à l'antique. Oui, mais moi, ce qui m'a finalement fait le plus plaisir dans ce prix, c'est que ça a aussi été l'occasion de le revoir. Et c'est un personnage quand même particulièrement fascinant dans ses hésitations, dans sa voix douce, et puis dans ce qu'il dit aussi, résoudre des énigmes qui ne peuvent pas être résolues. C'est une phrase qu'il a prononcée dans cette interview. Je veux dire, c'est abyssal, on peut réfléchir sur cette phrase, même par rapport à nos propres vies. Pour le reste, j'étais à voir aussi sur le site Sens Critique dont j'ai déjà parlé, où des internautes postent leurs avis sur différents livres, auteurs, disques, etc. Et j'ai vu une phrase qui résumait un peu les choses, me semble-t-il. Pour ceux qui l'aiment, il écrit toujours le même livre, et pour ceux qui ne l'aiment pas, il écrit toujours le même livre. Je trouve que cet internaute a extraordinairement bien résumé finalement... Mais est-ce que ce n'est pas le cas de la plupart des grands artistes ? Parce que quand vous voyez un tableau de Dora Maar et un tableau de Marie-Thérèse Walter, ce sont des tableaux avec des yeux décentrés, un nez comme ça. Il y a des artistes aussi qui se renouvellent peut-être plus stylistiquement parlant que Modiano. Qui parmi les derniers prix Nobel de littérature? Là, je ne pourrais pas vous dire sur les prix Nobel de littérature, mais dans le monde de l'art, il arrive souvent que des artistes décident de faire tabula rasa et de repartir presque à zéro. Le monde de la peinture en est plein, en musique également. David Bowie. Plusieurs groupes. David Bowie, c'est un excellent exemple. Ce qui est intéressant, d'ailleurs... Mathieu, c'est plus compliqué en littérature, quand même, qu'il y a des vraies cassures. C'est vrai pour la musique, c'est vrai pour la peinture, c'est vrai pour la sculpture. En littérature, c'est quand même compliqué de se retrouver avec quelqu'un qui écrit... qui écrit, je sais pas, qui a écrit la littérature enfantine et puis qui finit par faire des bouquins sur la physique. Enfin, je sais pas, ça me paraît plus compliqué quand même. Oui. Mais ce qui est intéressant dans le parcours de Modiano, vous l'avez mentionné, c'est on donne un prix à une anti-star, en fait. D'ailleurs, sa réaction, moi, je trouve sa réaction était absolument extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a répondu quand on lui a annoncé? C'est bizarre. Donc, c'était sa réaction. C'est extraordinaire. Tu gagnes un prix Nobel et tu dis, c'est bizarre. Non, et même, on lui a dit, alors vous allez gagner 890 000 €, c'est ça, avec le prix Nobel. Et alors là, on voit. Et on attend le discours. Et totalement dépassé, qu'il a, oui, mais enfin, bon, la vie continue, et puis je vais devoir écrire encore un livre. Enfin, on voit que ça n'a aucun impact sur lui. Lui, c'est assez génial. C'est vrai qu'il est. Et c'est pas une comédie, le connaissant assez bien. Tout ça n'est pas une construction d'une image d'un type qui donnerait. La sincérité est totale.
totale. La sincérité Il y a totale. une sorte de mise en scène sincère de l'hébétude. Oui, oui. Vous vouliez dire... Ah non, il n'a pas terminé, parce qu'il était, il était sur lancé. radio, il n'était pas encore sur Canada. J'attends. Non, mais il y a quelque chose d'intéressant et je voudrais pas dénigrer ce succès-là. Je fais pas partie... Moi, je suis pas un grand fan, je suis pas quelqu'un qui le déteste non plus. Je trouve que c'est vraiment une œuvre que j'ai pas toute lue, qui se tient, qui a quelque chose de vraiment... En fait, il y a un style, c'est évident. Là. Je veux dire, on lit 4 lignes de Modiano et on sait, sans même savoir que c'en est, que c'est du Modiano. Il y a aussi l'imaginaire auquel il fait référence. Et ça, c'est peut-être pas étranger au fait qu'il a ce succès-là. Et je voudrais amener dans la discussion un livre que je viens de terminer, qui est extraordinaire. C'est un de vos amis, d'ailleurs, mais c'est pas pour ça que je vous en parle. C'est un essayiste belge qui s'appelle philosophe. François de Smet, qui a publié un essai sur le point Godwin. Ça s'appelle Une théorie du point Godwin. Donc, la théorie du point Godwin, c'est que c'est un jeune avocat new-yorkais dans les années 90, Mike Godwin, qui a émis l'hypothèse que plus une discussion enflammée s'allonge, plus la probabilité qu'on compare un des protagonistes à un nazi ou à Hitler devient plus forte. C'est donc François de Smet que je cite. Nous sommes toujours sous l'emprise culturelle de la Seconde Guerre mondiale. C'est en soi un phénomène étonnant. Le Troisième Reich est vaincu depuis le 8 mai 1945. 70 ans plus tard, l'ombre du totalitarisme nazi est encore si puissant que son évocation sert de cadre référentiel aux limites de la discussion légitime. Alors, je pense que Modiano pige dans un imaginaire qui est très payant aujourd'hui en Occident. Le temps et le style, c'est les deux grands principes de la littérature. Et quand vous ajoutez le temps, le style et l'histoire, qu'y a-t-il d'autre dans la littérature, finalement? Le type un peu pompeux qui veut tout d'un coup... C'était très beau ce que vous avez dit. Alors moi, la façon dont je perçois Modiano, on va dire ça comme ça, moi j'ai l'impression que c'est un jazzman. Pour moi, c'est un jazzman, Modiano. Alors depuis, je sais Sa aussi... Sa fille fait ce type de musique. Je sais depuis qu'il est passionné de musique, et il connaît bien le jazz en plus, ce garçon. Mais vraiment, parce que comme un jazzman, c'est-à-dire qu'il dit lui-même, j'ai toujours peur de réécrire le même livre. Et puis c'est un peu ce que vous disiez aussi, voilà, on entend... Il y a vraiment une musique... Mais en même temps, c'est chaque fois différent. C'est comme un grand musicien de jazz, c'est-à-dire qu'il a son son, il a sa voix, il joue les thèmes, il a un répertoire qui est le sien, mais en même temps, c'est chaque fois différent, on trouve chaque fois autre chose. Et j'ai l'impression d'être plongé dans la littérature comme j'écouterais, je sais pas, moi, Miles Davis. Alors Miles Davis, non, parce que lui, justement, il a évolué toute sa carrière. Sauf la fin. Mais je sais pas, Don Byas ou Coleman Hawkins ou des gens comme ça. Et puis j'aime, alors peut-être, parce que voilà, c'est ma vieillesse précoce qui apparaît, mais j'aime ce côté, et c'est notamment patent dans le dernier bouquin, où finalement le temps est tellement mélangé qu'on ne sait même plus, nous, lecteurs, où on en est à un certain temps. C'est plus sur il y a 50 ans, il y a 15 ans. L'opéra. J'aime pas l'opéra, en fait, c'est pour ça. Moi non plus. J'adore Modiano, mais j'aime pas l'opéra. Mais on se plonge là-dedans, et puis on se perd là-dedans, et puis en même temps, on se laisse envahir, on se laisse prendre, et puis c'est un dépaysement complet, ça touche à l'émotion, ça touche un peu à l'intellect. C'est un joli voyage. Déjà traduit en 36 langues, donc avant le Nobel, je voudrais qu'on découvre ces tweets. Nous commençons avec un tweet de Bernard Pivot, très actif dans la twittosphère, qui dit à propos de Modiano: sans une enfance solitaire, sans amour malheureuse, Modiano ne serait pas devenu écrivain qu'il est. Merci à ses parents indignes. Alors, un tweet du réseau Modiano, le fil Twitter des fans de Patrick Modiano, des fans qui se réjouissent qu'avec le Nobel, le monde entier découvre leur idole. La photo d'une jeune japonaise découvrant un livre de Modiano, ça c'est aussi un aspect intéressant, c'est qu'il y a des dingues de Modiano. Vous avez des gens qui récupèrent, parce qu'il y a beaucoup d'adresses, qui récupèrent toutes les adresses, tous les noms, qui voient que dans les romans, il y a 35 noms différents qui ont été réhabilités, des noms de la colle. Enfin, il y a des dingues de Modiano. Et un certain François Hollande, que vous connaissez, qui a bien réussi dans la vie, puisqu'il est président de la République, qui félicite Patrick Modiano pour le président de ce prix Nobel, consacre une œuvre qui explore les subtilités de la mémoire et la complexité de l'identité. Tes coups de cœur, Michel? Alors mon coup de cœur cette semaine, il n'est pas helvète, il est canadien, québécois même, puisqu'il y a une dizaine de jours maintenant est sorti le 9e opus de Magasin Général. C'est une formidable bande dessinée signé Régis Loisel et Jean-Louis Tripp. Moi, je peux que vous encourager à les lire. Ça se passe au début du XXe siècle, voilà, du côté... C'est le dernier, vous savez, Michel. Après, c'est fini. Le dernier quoi? C'est le dernier tome. C'est fini, la saga est terminée. Mais c'est ce qu'ils ont mis à chaque fois.
Je me rappelle du premier 2-3, il disait voilà, on va en faire 2-3, finalement il y a eu 4, 5, 6, 7. Là, je les ai rencontrés cette semaine, ils avaient l'air décidés. Hein. Ouais, mais Aznavour a fait des dizaines de dernières tournées. Moi, je vous encourage à lire ça parce que c'est merveilleux. C'est une atmosphère de poésie. Magasin général, Trip, Loisel, c'est d'une poésie. Pardonnez-moi, ça raconte quoi? Ça raconte la vie au Québec au début du XXe siècle, à travers, on va dire, certaines exceptions, parce qu'il voilà, y a de l'homosexualité, il y a une femme qui est... Ils disent toujours que c'est un roman graphique d'émancipation, car Marie, celle qui tient le magasin général, va, après la mort de son mari, Félix, va prendre sa vie en main. Mais c'est comme une fable, hein, c'est vraiment une société à la Rousseau. Ouais. Et ce qui est formidable, il faut le dire, parce que souvent dans la BD, on se retrouve avec plein de tomes et puis ça commence à baisser de qualité. Chez eux, on a l'impression que plus les tomes avancent, plus c'est génial. Estelle. Alors, je n'aime pas l'opéra, le gâteau, mais j'aime bien l'opéra tout court. Donc, mon coup de cœur, c'est Maria Callas. Donc, le coffret va arriver. Le voici, le voilà, c'est formidable. C'est la remasterisation donc, de la voix de Maria Callas. Donc en 69 CD. Et oui, je vais faire un peu de téléachat, je vais me prendre pour Bellemare. Et donc voilà, vous avez tous les CD qui sont là. Et donc c'est vraiment tous les enregistrements studio de la diva entre 1949 et 1969. C'est chez Warner Music et vraiment, je ne sais pas, mais qui n'aime pas la Callas? En revanche, en écoutant, écouter la Callas en lisant Modiano, c'est le bonheur. J'aime bien l'opéra, mais c'est trop. C'est un personnage qui a eu une place énorme à son époque. C'est peut-être pas la plus grande chanteuse de tous les temps, quoi qu'on en dise. Qui serait qui? Elisabeth Schwarzkopf? Sans doute, parmi d'autres, je sais pas, vous me prenez au dépourvu. Mais vous aimez bien ça, en fait, me prendre au dépourvu. Allez, dans les contemporaines, Elina Garancha. Il y a énormément aujourd'hui, c'est fantastique. Bien sûr. Moi, je vous parle, vous savez, la semaine dernière, on a discuté d'art contemporain, de la place des grandes foires commerciales. C'est évidemment en train de changer à cause d'Internet, ça aussi. Et c'est un site qui a été créé par un amateur d'art aux États-Unis qui s'appelle Artsy, donc A-R-T-S-Y. Et sur ce site-là, on peut littéralement aller faire notre shopping d'art contemporain. On peut mettre nos paramètres. Donc, si on n'a pas un gros budget, on peut dire, bon, ben moi, j'ai 1500 € à mettre sur des eaux fortes ou je peux mettre 2000 $ sur des gouaches. On choisit la période également. Si vous voulez élargir votre collection que vous avez déjà, allez-y. Si vous voulez commencer dans la collection d'art avec des petits budgets, il y a vraiment, il y a même de bons rabais à faire. Moi, j'ai découvert des trucs, par exemple, des peintures de Lionel Feininger, qui était un grand professeur au Bauhaus, pour presque rien. Il y a vraiment, comme on dit au Québec, il y a des bons deals à faire. Alors, vive la langue française! Vive la langue française! Effectivement, ça s'appelle Artsy et vous pouvez le trouver donc facilement et c'est très utile. Mon cher Alain, votre coup de cœur? Aucun rapport avec le point Godwin, mais on va quand même retourner à l'époque de l'occupation, 1939, la sortie du film Le Jour se lève, Marcel Carné, Jean Gabin, Arletty, un film censuré, justement parce que l'occupation arrivait. Et Studio Canal a décidé, comme d'autres films, de le renumériser, de le restaurer et a cherché à reconstituer la copie originale. Et on a retrouvé à la Cinémathèque de Bruxelles une scène qui avait été coupée avec un nu d'Arletty sous la douche, qui évidemment à l'époque avait été censuré. Et donc, grâce à la Cinémathèque de Bruxelles, qui diffuse actuellement ce film jusqu'au 24 novembre, mais il sera aussi disponible sur les supports physiques classiques, eh bien, on a la version intégrale avec notamment le nu et d'autres scènes, et aussi avec un générique non expurgé des noms à consonance juive. Est-ce qu'on peut le télécharger? Est-ce qu'il est visionnable à l'extérieur de la Belgique? Ah oui, oui, puisqu'il sera disponible aussi, comme je l'ai dit, sous forme physique, DVD, Blu-ray, etc. Mathieu veut absolument voir Arletty sous la douche, il a raison. Tôt ou tard, sur les plateformes. Vous savez qu'elle a fini sa vie à Belle-Île-en-Mer, sur une maison près de la plage de Denan, seule, absolument seule. C'était un personnage, elle était toujours très belle et aveugle. Mais regardez elle se promenait avec un grand manteau sur le... Enfin, il y a 2 ou 3 à Belle-Île-en-Mer, c'est au large de Quiberon, il y a 2 ou 3... petit village, et elle se promenait sur le port comme ça avec un turban et elle ne voyait rien, elle avait les yeux pratiquement blancs. C'est vraiment un personnage extraordinaire avec cette voix inouïe. Si Gauguin était jeune, s'il s'appelait Jules de Balincourt, eh bien vous pourriez le retrouver, c'est mon dernier coup de cœur, à la galerie Ropac à Paris. C'est un homme de 40 ans qui fait des tableaux absolument magnifiques, donc français, qui vit à New York.
et qui a réexploré au fond la peinture, mais alors vraiment la peinture classique, à quelques touches totalement figuratives. Il y a à la fois un mélange de portraits, de forêts mystérieuses, et alors il y a des tableaux que j'aime infiniment, qui sont des énormes toiles avec 3 ou 4 buildings au milieu d'une sorte de désert dans Las Vegas, et en haut, vous savez comme ça se fait beaucoup aux États-Unis maintenant, un roof, comme on dit, oui. Et là, des gens qui prennent des verres. C'est-à-dire ils sont en train d'avoir une sorte de vie mondaine au milieu du désert. Les tableaux de Jules de Balincourt dégagent une poésie absolument extraordinaire et vous pourrez les voir, bien évidemment, à la galerie Tadeusz Ropa, qui est un petit peu partout, et surtout, donc vous regardez sur le site de la galerie. Vous regardez, c'est l'essentiel. On était ravis tous les 4 de vous retrouver, tous les 5, car nous avions Jackie Jack qui était avec nous donc, au début de cette émission, puisqu'il est le président de l'Institut du monde arabe pour la fantastique exposition consacrée donc, à l'art contemporain marocain. Salut, on se retrouve la semaine prochaine, nous serons tout nus.